Un homme verse de l'essence dans un bâtiment abandonné où un homme est retenu attaché. Le feu est mis au bâtiment, les pompiers tentent de l'éteindre, ils trouvent un homme gravement brûlé amené à l'hôpital. Une équipe de médecins arrive à le sauver et l'homme se présente comme Park Je-young, ce qui surprend une femme médecin qu'il tient à remercier. 15 jours avant, Park Je-young, devant plusieurs mois de loyer, rentre chez lui. Ses placements boursiers sont à la baisse mais ne répond pas à des appels. Un homme s'introduit alors chez lui et lui reproche de ne pas lui répondre. Il l'amène de force dans une clinique clandestine, le menaçant de prélever ses organes mais lui laisse un dernier délai d'1 mois pour le rembourser. Le lendemain, Park Je-young se rend à son travail où un collègue lui reproche ses mauvais conseils financiers. Il surprend son employeur licencié un autre collègue, Kilyo. Il évoque son enfant malade mais l'employeur reste ferme. Le collègue l'attaque avant de le laisser. Park Je-young reconnaît les tatouages de Kilyo comme ceux des mafieux de la triade. Il se rend à l'hôpital où son père est hospitalisé. Un homme lui indique avoir renversé accidentellement son père. Park Je-young en profite pour prendre les 5 millions de won que le chauffeur propose comme arrangement contre l'abandon des poursuites pour l'accident. Park Je-young ne donne que 3 millions à son père qui s'est réveillé mais refuse de dépanner son fils. Une femme de l'église lui rend visite, ce qui contrarie son fils. Park Je-young prétend que le chauffeur était alcoolisé pour le menacer et lui réclamer encore 3 millions de won. Il se rend ensuite chez son père pour lui récupérer des affaires. Il trouve une montre et de l'argent liquide qu'il prend mais également des contrats d'assurance d'un montant de 500 millions de won en cas d'accident de son père, ce qui pourrait résoudre ses problèmes d'argent. Un groupe de lycéens lui demande des cigarettes mais il les repousse. Ils reviennent l'attaquer violemment, volant ses affaires et le laissant blessé dans la rue. Il se réveille à l'hôpital. Son père reproche à la police l'attaque sur son fils. Park Je-young décide de sortir malgré ses blessures et prétend ne pas se souvenir des agresseurs. Park Je-young demande à un collègue de trouver l'adresse de son collègue licencié Kilyo. Il s'agit d'une casse automobile. Park Je-young lui propose une mission contre 60 millions de won. Il lui demande d'éliminer son père en faisant croire à un accident de voiture sur son chemin pour aller à l'église, profitant du fait qu'il n'y ait pas de caméra dans la rue où il s'est fait agresser. Comme preuve de confiance, il lui indique avoir enregistré leur conversation prouvant leur lien. Kilyo le suit. Il indique à Park Je-young qu'il sait que l'assurance est plus élevée qu'évoqué, le menaçant pour ses mensonges et réclame donc plus. Park Je-young prétend accepter si la mission est accomplie le lendemain. Park Je-young invite un ami collègue à manger mais ce dernier doit rentrer, ses enfants étant malades, ce qui fait tomber son idée d'alibi. Park Je-young se rend ensuite dans un karaoké, passant une partie de la soirée avec des hôtesses puis prend un repas dans un fast-food jusqu'à la fermeture. Pendant ce temps, son père est renversé dans une ruelle par Kilyo comme convenu. Park Je-young est appelé le lendemain par la police pour lui annonçant la mort de son père. Il s'entraîne à jouer le fils triste dans les toilettes pour jouer le fils éploré à la morgue où il reconnaît son père. La police lui indique qu'il a été renversé par une voiture sans avoir encore trouvé de suspect. La police pense qu'il s'agit d'un acte délibéré car un témoin aurait vu le chauffard s'assurer de la mort du père de Park Je-young. Le témoin est la femme qui fréquentait la même église. Ce qui amène à penser à l'acte délibéré est aussi le fait que le père de Park Je-young a été par la suite enterré selon la police. La nouvelle surprend Park Je-young qui se demande pourquoi Kilyo a fait cela. Comment penses-tu que Park Je-young est fini dans le bâtiment en feu et est-ce vraiment lui à l'hôpital? Une femme en camping prend une vidéo de sa randonnée pour ses abonnés. Elle prend peur face à un chien qui s'enfuit. Elle s'approche et découvre un cadavre, celui du père de Park Je-young. Elle appelle immédiatement la police. Un médecin, Han Sang-hoon, a un dîner avec sa petite amie Lee Yoo-jeong. Dans un restaurant huppé, à la fin du dîner, elle lui propose de trouver un endroit romantique afin de passer la nuit ensemble. Elle l'emmène dans un endroit où elle a l'habitude d'aller avant ses randonnées. Elle le pousse à boire. Il hésitait, étant sous traitement. Elle se rapproche de lui. Il accepte alors de boire. Au milieu de la nuit, Sang-hoon est réveillé par sa compagne qui reçoit un appel. Elle lui dit que le père d'un ami proche vient de mourir. Il ne pense pas pouvoir conduire ayant bu et étant fatigué, ce qu'elle lui reproche. Il se décide de l'accompagner au funérarium. Yoo-jeong n'arrête pas de toucher son petit ami malgré les protestations de Sang-hoon qui trouve cela dangereux alors qu'il conduit. Elle l'embrasse. C'est alors qu'il renverse un homme.
Sang-hoon sort de la voiture et se rapproche de l'homme renversé. Il s'agit du père de Park Je-young. Yoo Jae-hong panique et souhaite appeler les secours. Sang-hoon la stoppe, lui rappelant qu'il est en état d'ivresse, lui reprochant de l'avoir poussé à boire. Une voiture étant en approche, il cache le corps. Le conducteur s'arrête à sa hauteur. Sang-hoon lui indique avoir glissé sur la route et avoir appelé son assurance. Le conducteur lui demande l'adresse d'un hôtel et finit par partir. Ce dernier indique à son accompagnante être satisfait ayant pu vérifier et confirmer. Sang-hoon décide de mettre le corps dans le coffre de sa voiture et indique à Yoo Jae-hong vouloir l'enterrer dans les montagnes pensant qu'il est simplement un sans-abri. Il voit un homme à vélo près de la scène. Sang-hoon décide de faire tomber ce témoin gênant. Ce dernier se cogne la tête. Il le met également dans le coffre. Ils se rendent à la montagne. Sang-hoon avoue que le témoin n'est pas mort. En effet, ce dernier se réveille dans le coffre et panique. Il promet de ne rien dire de l'accident, le suppliant de le laisser partir. Sang-hoon lui demande son numéro de compte bancaire. Sang-hoon lui fait un virement de 10 millions de won. Il lui propose de devenir son complice pour le laisser en vie et l'aider à enterrer le corps. Mais le sol est gelé, ce qui ne permet pas de creuser profondément. Le témoin propose de creuser plus, mais Sang-hoon paniqué refuse, voulant se dépêcher de l'enterrer et se blesse à la main en creusant. Le témoin réclame 2 millions de won en plus. Sang-hoon lui propose 20 millions de plus pour ne plus en parler. Le trio repart sous les yeux d'un chien dans la montagne. De retour en ville, Sang-hoon dépose sa petite amie et le témoin réclame le virement, laissant Sang-hoon avec seulement 3 millions sur son compte avant de repartir, promettant de ne jamais en reparler. Sang-hoon paraît souffrir de sa blessure à la main. Il retire la carte mémoire de son GPS. Le témoin revient lui réclamer de l'argent pour le taxi. Sang-hoon reçoit une facture de plus de 4 millions pour les réparations de sa voiture, l'obligeant à prendre le bus et réclamant de l'argent à des amis par message. Le couple s'étant arrêté sur la route continue de suivre Sang-hoon jusque dans sa clinique où il soigne seul sa main. Ne pouvant plus rembourser le prêt pour sa clinique, il appelle Yoo Jae-hong pour l'aider, qui lui promet de réunir la somme dans la semaine et lui indique qu'il est préférable de ne plus se contacter pendant un certain temps. Alors qu'il continue de soigner sa grave blessure à la main dans son bureau, le témoin y rentre au grand étonnement de Sang-hoon. Comment penses-tu que Sang-hoon se sortira de ce chantage? Le témoin explique avoir vu la carte professionnelle de Sang-hoon et donc l'avoir suivi à sa clinique. Il lui indique vouloir 30 millions de plus pour garder le silence. On retrouve Park Je-young s'entraînant à pleurer la mort de son père à l'hôpital. Il ne se rend pas compte qu'un policier était également dans les toilettes. Ce dernier est aussi celui en charge de l'interroger sur son alibi le soir de la mort de son père. Park Je-young explique avoir dîné avec un ami puis avoir fait un karaoké, ce que part vérifier le policier. Tout le monde confirme ses alibis. Park Je-young se rend dans les bureaux de l'assurance afin de toucher les fonds de l'assurance vie de son père. L'employé lui indique que le dossier est encore en instruction et lui demande de patienter. Kilyo tente d'appeler Park Je-young mais ce dernier ne répond pas. Après une longue attente, il est reçu par un employé qui s'avère être le jeune homme ayant percuté son père et qui lui a remis de l'argent pour ne pas être poursuivi. Il explique à Park Je-young qu'il doit attendre les conclusions de l'enquête, n'étant pas sûr qu'il s'agisse d'un accident. Le policier l'a également suivi jusqu'à la compagnie d'assurance. Park Je-young se rend ensuite aux pompes funèbres qui réclament un acompte pour leur service. Park Je-young leur remet alors l'argent de l'urne funéraire. Sa mère lui indique qu'un invité l'attend. Il s'agit de Kilyo. Ils sortent parler. Kilyo réclame son argent. Park Je-young lui demande pourquoi il a déplacé le corps. Kilyo lui explique que son père n'était pas mort sur le coup et qu'il avait alors vu son visage. Malgré les imprévus, Kilyo souhaite toujours son argent, menaçant Park Je-young, notamment son enregistrement où Park Je-young lui confie la mission. Le policier a assisté à distance à la scène. Il décide de suivre Kilyo jusque dans la casse automobile. Il arrive à aller dans sa caravane et y trouve l'enregistrement, mais Kilyo l'aperçoit partir. Il lui demande ce qu'il faisait à la casse. Il prétend être venu pour une pièce pour sa voiture, mais Kilyo l'attrape. Il récupère l'enregistrement pensant qu'il a été envoyé par Park Je-young pour récupérer l'enregistrement. Kilyo l'attaque mortellement mais se rend compte qu'il s'agit d'un policier en trouvant sa carte professionnelle.
Kilio remarque qu'une caméra a filmé la scène et décide de cacher le corps. Il envoie la photo du policier à Park Je-young. Il l'appelle lui expliquant ce qu'il vient de faire et qu'il va rentrer en Chine demain, voulant donc son argent d'ici là. On retrouve Sa-noon qui accepte de virer 30 millions aux témoins à la fin de la semaine. Le garage l'appelle pour lui indiquer que son véhicule est réparé. Le garagiste s'étonne car avoir percuté un animal n'aurait pas provoqué de tels dégâts. Sa-noon s'étonne également et part récupérer la carte mémoire de la voiture. Il visionne les images de la nuit de l'accident où l'on voit que le corps a été lancé d'un pont et non pas renversé par Sa-noon. Il voit également que c'est le témoin qui était sur le pont d'où le corps a été lancé. Sa-noon appelle Yoo Jae-hong pour lui raconter que c'est le témoin qui a poussé le corps du pont d'après les images de la caméra embarquée. Sa-noon souhaite que Yoo Jae-hong parle avec lui à la police dès ce soir pour dénoncer le témoin. Ils se rejoignent. Elle dit être traumatisée pour que Sa-noon monte dans sa voiture. Il lui montre les images de la vidéo prouvant que le témoin a tout orchestré. Yoo Jae-hong lui reproche soudain de lui avoir demandé de l'argent et lui révèle qu'elle a prétendu sortir avec lui pour le piéger. Sa-noon l'attaque mais le témoin sans accoutrement arrive dans la voiture et l'endort avec un produit. Le faux témoin regrette que Sa-noon ait tout compris à leur arnaque. Ils décident de rentrer dans leur ville natale emmenant Sa-noon. Le couple de l'accident est encore là à les espionner et décide de les suivre. Yoo Jae-hong veut faire disparaître Sa-noon en prétendant avoir été acculé par les dettes. Yoo Jae-hong et le faux témoin arrivent au bâtiment abandonné. Ils se mettent à creuser pour enterrer Sa-noon resté dans la voiture et qui commence à se réveiller. Ce dernier prend le volant et décide par vengeance de foncer sur Yoo Jae-hong puis promet au faux témoin de lui virer de l'argent et de ne pas parler de son arnaque mais le faux témoin décide de se débarrasser de Sa-noon. Il ne sait pas qu'il est photographié depuis le toit de l'immeuble. On retrouve Lee Yoo Jae-hong au lycée qui se voit prendre sa place par une camarade Jo Yeon pour la couverture du journal. Elle se rapproche d'elle prétendant lui organiser un rendez-vous avec un garçon du lycée le soir mais Yoo Jae-hong la remet à plusieurs hommes masqués qui abusent d'elle. Cette dernière se réveille en sursaut des années plus tard. Il s'agit du docteur Jo Yeon qui a soigné le grand brûlé à l'hôpital. Que penses-tu de tous ces liens entre les personnages ? L'épisode revient au moment où les pompiers tentent d'éteindre le feu ayant pris dans le bâtiment abandonné. Un pompier retrouve un corps calciné attaché. Il est appelé par un collègue qui retrouve un homme brûlé mais encore en vie. Il est amené à l'hôpital. Le docteur Jo Yeon et l'équipe médicale prennent soin du blessé. On la retrouve plus tard pendant son jogging. Elle est appelée pour un patient qui réclame plus d'antidouleur allant jusqu'à lui lancer une tasse, ce qui la blesse à la joue. Un homme intervient alors obligeant le patient à s'excuser. L'homme approche Jo Yeon, il lui dit la trouver perturbée, il lui remet sa carte professionnelle se présentant Wang Kol-mok, gérant d'une entreprise de détectives privés capable de retrouver n'importe qui. Elle rejoint ses collègues auprès du patient brûlé. Un des médecins lui explique ne pas avoir réussi à reconstituer son visage ni sa voix originale. Le patient indique s'appeler Park Je-young, ce qui trouble Jo Yeon. Il la remercie pour ses soins. Son collègue Jong Amin la trouve préoccupée mais Jo Yeon lui répond d'être simplement fatiguée. Elle se presse de prendre des tranquillisants pour tenter de se calmer. Elle va ensuite imprimer le dossier médical du brûlé Park Je-young mais est surprise par Jong Min qui lui réitère sa proposition de lui parler de ce qui la perturbe. Jo Yeon retrouve dans sa poche la carte professionnelle de Wang Kol-mok, ancien lieutenant de police licencié pour corruption, et se rend à son agence. Elle lui remet une somme d'argent afin qu'il retrouve les personnes d'une liste afin qu'il cherche où elles sont et comment elles vont. Deux des détectives de l'agence reviennent mais Wang Kol-mok souhaite gérer personnellement les recherches. Il appelle un ancien collègue policier qui lui parle de l'incendie. La police a retrouvé en plus du survivant des corps, apparemment ceux des incendiaires. Il lui indique aussi que la liste des personnes recherchées correspond à un groupe de jeunes hommes ayant abusé de Jo Yeon âgé alors de 17 ans. Le rapport de police de l'époque indique qu'elle s'était rendue à une rencontre organisée prévue avec Park Je-young, le nom donné par le brûlé. On retourne dans le passé au moment de la rencontre qui se déroule au début comme prévu. Les deux jeunes gens se rapprochent doucement. Park Je-young indique s'intéresser à la jeune fille depuis très longtemps. Alors qu'ils rentrent, un groupe de jeunes masqués les attaque tous les deux. On retrouve Jo Yeon au commissariat où on lui demande d'identifier deux suspects trouvés par la police. Elle s'étonne de la présence de Park Je-young qui les rejoint, le croyant également victime. Le policier l'informe que c'est Park Je-young qui est derrière l'attaque et ce dernier la nargue derrière la vitrine. Le détective privé appelle Je-young pour lui donner les renseignements qu'il a pu trouver sur ses anciens agresseurs. L'un d'entre eux a enchaîné les séjours en prison et y est mort.
Le second est également mort d'une overdose. Le dernier, Park Je-young, paraît encore en vie sans emploi et sans histoire connue. Jo-yeon, présente dans la chambre du patient, appelle devant lui une infirmière pour donner de la morphine au brûlé qui paraît perturbé après avoir entendu la conversation. L'ancien collègue du détective privé l'appelle pour lui dire que le brûlé de l'hôpital est Park Je-young, un des jeunes qu'il recherche. Jo-yeon rejoint son collègue dont elle s'inquiète de ses activités parallèles clandestines et lui répond vouloir gagner de l'argent pour leur futur appartement. Le détective appelle Jo-yeon lui confirmant que Park Je-young est le brûlé présent à l'hôpital. Ce dernier s'est réveillé et contemple son nouveau visage. La police lui rend visite pour l'interroger. Park Je-young prétend avoir été enlevé et amené de force dans le bâtiment désinfecté et attaché. Il prétend que 2 hommes se sont battus puis l'un d'eux aurait mis le feu au bâtiment. Afin de confirmer son identité, les policiers souhaitaient relever ses empreintes, mais Park Je-young leur montre ses doigts brûlés rendant impossible la prise d'empreintes. La police lui indique que sa tante a pris contact pour le voir. Jo-yeon prend un scalpel et se rend dans la chambre de Park Je-young. Elle lui demande pourquoi il est revenu dans sa vie après ce qu'il lui a fait subir jeune. Il se met à rire lui indiquant ne pas savoir qu'elle était devenue médecin. Elle s'approche de lui et le blesse grièvement à la gorge mais il s'agissait simplement d'un rêve. Jo-yeon quitte l'hôpital au grand étonnement de Park Je-young. Elle décide de le suivre et lui demande comment il a pu oublier qui elle était, ce qu'il lui a fait. Il lui répond que l'ancien Park Je-young n'existe plus et rit du fait que Jo-yeon n'arrive même à le regarder en face avant de s'en aller, mais Jo-yeon le poursuit. Elle lui révèle ne toujours pas être capable de dormir mais Park Je-young se moque d'elle avant de partir. Jo-yeon se promet alors de se débarrasser de lui pour enfin être en paix. Comment penses-tu qu'elle va se venger? Le brûlé souffre de ses blessures dans le taxi ayant fui l'hôpital trop tôt. Il se souvient du jour de l'incendie où tout a dérapé. Lors de cette nuit, il enterre les corps de sa complice et de Hansan, le docteur arnaqué. Il part ensuite récupérer la voiture de ce dernier. La femme de Hansan avait engagé le détective privé car elle soupçonnait son mari d'avoir une liaison. Le détective souhaite continuer de pister le mari infidèle. Les employés du détective privé arrivent affolés à l'agence. Ils lui montrent les photos qu'ils ont prises de l'assassinat du docteur arnaqué par le témoin. Lors de la même journée, Park Je-young appelle Kilyo pour lui donner rendez-vous en prétendant vouloir le payer. Alors que Kilyo prépare son départ du pays pour le lendemain, il est rejoint à la casse automobile par le témoin qu'il appelle Yang Bian. Les deux se sont en effet connus en prison des années auparavant. Le témoin lui avait laissé son numéro le jour de sa sortie de prison. C'est Yu-jeon qui le récupère lors de sa sortie, avec qui il montait déjà des arnaques depuis le lycée et qu'il souhaite reprendre. Yu-jeon va ainsi rejoindre un groupe de cyclistes afin de trouver de riches hommes mariés pour les séduire puis les arnaquer. Le témoin joue les maris trompés ou les faire chanter avec des vidéos compromettantes pour soutirer à leurs victimes de fortes sommes d'argent. Il est un jour appelé par Kilyo, qui est aussi sorti de prison, qui lui propose une mission. Il se retrouve. Kilyo en profite pour lui raconter qu'un homme l'a embauché pour toucher l'assurance vie de son père. Le témoin reconnaît Park Je-young qui a grandi dans la même ville que lui. Cette nuit-là, le père de Park Je-young, toujours vivant, s'était rendu à l'église s'inquiétant des fautes de son fils et pour les racheter souhaite léguer tous ses biens à l'église. Au moment de sortir, son ami de l'église lui indique que les fidèles ont organisé une fête pour son anniversaire mais il décline et préfère rentrer. Elle décide tout de même d'aller chercher du gâteau pour lui en ramener. Alors qu'il rentre chez lui, le témoin accompagné de Kilyo le renverse plusieurs fois mais Kilyo remarque que la femme de l'église l'a vu et que le père de Park Je-young n'est pas encore mort. Le témoin décide alors de le transporter dans leur voiture afin d'effacer leurs traces et Kilyo l'achève dans la voiture. C'est à ce moment-là que Yu-jeon appelle le témoin pour lui indiquer qu'elle a drogué Hansan et lui demande de l'aide pour finaliser l'arnaque. Le témoin a alors une idée et demande à Kilyo de s'en aller. Il rappelle Yu-jeon pour lui raconter qu'il a un plan en tête pour se faire de l'argent en utilisant le corps du père de Park Je-young pour arnaquer le docteur. Il monte donc sur le pont avec le corps qu'il lance à l'arrivée de la voiture de sa complice. Kilyo reproche au témoin de ne pas avoir enterré assez profondément le corps du père de Park Je-young que la police a retrouvé. Kilyo sait que Park Je-young ne compte pas lui donner d'argent et compte lui faire payer. Le témoin se demande pourquoi Kilyo est pressé de quitter le pays. Le corps du policier qui l'a tué a été retrouvé par la police qui remarque une caméra de surveillance près de la scène de crime. L'image de Kilyo apparaît clairement. La police décide de fouiller sa caravane et y retrouve sa tenue de travail, la même que l'entreprise de Park Je-young ainsi que la photo du père de ce dernier. Park Je-young loue une voiture et amène des armes pour aller voir Kilyo afin de l'attaquer selon un plan qu'il répète. Kilyo arrive, Park Je-young le fait monter en voiture, il lui montre l'enregistrement. Park Je-young lui répond l'amener jusqu'à l'argent. Le témoin qui les surveillait décide de les suivre.
Des barrages de police se dressent sur leur route, mais la photo du suspect que la police leur montre est celle du témoin que les détectives privés ont remis à la police. Le témoin décide de fuir dans la montagne en abandonnant sa voiture. La police est alertée et part se mettre à sa recherche. Park Jo-yoon et Kilyo arrivent au bâtiment abandonné où Park Jo-yoon raconte y avoir des souvenirs y venant adolescent. Kilyo réclame son argent. Park Jo-yoon va chercher un sac dans le coffre et y cache son portable. Il remet à Kilyo le sac, mais il n'y trouve que des morceaux de papier. Une sonnerie sonne via le téléphone. Park Jo-yoon attaque Kilyo, mais ce dernier arrive à se défendre et frappe violemment Park Jo-yoon. Kilyo est interrompu par le témoin qui l'appelle et qui décide de le rejoindre. Le témoin voit les nouvelles sur son téléphone où son visage est affiché et annoncé comme un meurtrier recherché activement. Kilyo propose de faire parler Park Jo-yoon qu'il a attaché pour s'enfuir avec son argent, mais le témoin sait que la police a fermé toutes les frontières. Le témoin observe longuement Park Jo-yoon et constate qu'ils font la même taille. Il s'attaque à Kilyo qu'il blesse mortellement. Lorsque Park Jo-yoon se réveille, il remarque que le témoin a pris ses vêtements, ses papiers et sa montre et qu'il lui a fait porter ses affaires. Le témoin lui explique vouloir voler son identité et devenir Park Jo-yoon afin d'échapper à la police. Penses-tu qu'il va se faire démettre? Après avoir siphonné de l'essence de la voiture, le témoin en verse dans tout le bâtiment. Park Jo-young tente de négocier pour sa vie en parlant de l'argent de l'assurance vie de son père qu'il devrait prochainement avoir. Le témoin lui rappelle être son aîné ayant été diplômé de la même école plus tôt que lui et ne montre aucune pitié en mettant le feu au bâtiment sans aucune hésitation malgré les supplications de Park Jo-young bien décidé à vivre sa vie à sa place. Mais il est surpris par une explosion et se retrouve coincé sous un mur qui commence à prendre feu, le brûlant donc brièvement. Le collègue de Jo-yeon a assisté à la scène où Jo-yeon a confié sa douleur au faux Park Jo-young qui a fini par partir. Son collègue comprend que Jo-yeon connaît Park Jo-young. Elle parle de détester une personne au point de vouloir sa mort mais finit par minimiser son mal-être et prétend aller mieux. De retour dans le présent, le témoin arrive au domicile du vrai Park Jo-young. Il arrive à y rentrer et trouve un appartement en désordre. Il continue à prendre ses cachets contre la douleur, souffrant des blessures. Il se concentre pour mémoriser les données personnelles. De retour dans le présent, le témoin arrive au domicile du vrai Park Jo-young et finit par s'endormir. Jo-yeon va à la pharmacie de l'hôpital pour y prendre du fentanyl. Elle appelle le détective privé afin de lui confier une mission. Le témoin reçoit un appel du directeur de l'assurance qui l'informe du versement complet de l'assurance décès. Toutefois, il lui annonce que le défunt avait changé quelques jours avant son décès le nom du bénéficiaire de sa police d'assurance. Déboussolé par la nouvelle, le témoin sort précipitamment dehors. Il est bousculé par le détective privé qui lui renverse du café dessus. En repartant, le détective privé lui remet sa boîte de médicaments qu'il dit que le témoin a fait tomber dans leur bousculade. Le témoin se rend à l'église du père de Park Jo-young. Il reproche violemment à une sœur le changement de bénéficiaire de l'assurance vie. Elle lui répond que l'argent doit être utilisé pour la construction de l'hôpital et le soin de patients. Le témoin continue d'insister. Elle lui fait alors écouter un enregistrement du père de Park Jo-young qui annonce changer de destinataire en toute conscience. Le témoin est alors surpris de voir Jo-yeon qui se trouve également dans l'église, mais se tient au témoin. Elle observe ce dernier prendre ses médicaments. En sortant de l'église, le témoin se sent faiblir. Il se retrouve dans la même ruelle où il avait renversé le père de Park Jo-young. Jo-yeon Lee a également suivi le témoin, lui avoue ne pas être le vrai Park Jo-young et ne donc pas la connaître. Mais Jo-yeon ne le croit pas, lui répond l'avoir entendu se présenter comme Park Jo-young à l'église pour tenter de récupérer l'argent de l'assurance vie. Le témoin essaie de s'expliquer mais il finit par se sentir mal et s'affaiblit grandement. Alors qu'elle s'apprête à en finir, son collègue arrive et essaie de la dissuader, lui rappelant ce qu'elle peut perdre. Il lui dit qu'il est aussi au courant de l'agression de Jo-yeon par Park Jo-young au lycée. Jo-yeon abandonne mais le frappe tout de même. Son collègue la raccompagne en voiture et le témoin finit par se réveiller encore drogué par les cachets et les coups. Le collègue de Jo-yeon reçoit un appel. Il répond ne pas pouvoir venir. Il prétend qu'il s'agit de son oncle malade. Jo-yeon le pousse à aller le voir. Les policiers réécoutent le témoignage du témoin qui avait indiqué être attaché à une chaise lors de l'incendie du bâtiment. Il s'interroge sur la vraie identité des autres victimes non encore identifiées et souhaite revoir Park Jo-young. Le témoin retourne chez ce dernier et remarque que les médicaments qu'il prend ne sont pas les mêmes que ceux donnés à l'hôpital et se rend compte que la personne qui l'a bousculé lui a remis d'autres cachets. Il reçoit un appel de la police qui lui demande de passer au poste. Il promet de passer demain mais le lieutenant de police font le retrouver chez lui. Le témoin prépare en hâte un sac avec des affaires et le passeport de Park Jo-young.
En fouillant ses affaires, il retrouve l'affiche du lycée où Jo-yeon avait posé adolescente. Le témoin se souvient que plus jeune Yu-jong lui avait parlé d'une camarade de Jo-yeon dont elle souhaitait se venger. Il ne peut pas l'aider revenant de maison de correction mais lui conseille de demander à des jeunes du lycée d'agresser Jo-yeon. La police arrive chez Park Je-yoon, il force la porte pour rentrer. Le témoin a déjà fui le domicile. Le lieutenant prend les médicaments chez Park Je-yoon pour comparer les traces d'Adn avec celles trouvées dans la voiture que Park Je-yoon avait louée pour retrouver Kilyo. Le témoin reçoit une notification sur le téléphone de Park Je-yoon annonçant que les délais de 30 jours étaient écoulés mais le témoin ne comprend pas la signification. Alors qu'il attend, le buil est enlevé par un groupe d'hommes en voiture. Jo-yeon prend des nouvelles de la famille de son collègue, elle lui révèle rêver de Park Je-yoon tous les soirs, rêvant de se débarrasser de lui sans que cela la soulage vraiment. Elle repose alors le scalpel dans son casier. Son collègue arrive dans un hangar où il est rejoint par l'usurier de Park Je-yoon pour qui il travaillait pour économiser de l'argent et il confirme qu'il s'agit de son dernier jour. Arrivé en tenue de bloc de chirurgie, il se rend compte que le personne dont il doit s'occuper pour l'usurier, le témoin, affirme qu'il n'est pas Park Je-yoon mais Kim Bong-joon, mais le médecin ne le croit pas et ne prend même pas la peine d'anesthésier le témoin avant de commencer à s'occuper de lui indiquant qu'il s'agit du karma. Il se rend ensuite auprès de Jo-yeon à l'hôpital, la rassurant sur son avenir. Elle lui dit vouloir rentrer voir sa mère. En sortant, elle rencontre le détective privé qui veut lui parler de son affaire mais Jo-yeon lui répond ne pas en vouloir savoir plus. Le détective avait le rapport d'Adn indiquant que le patient n'était pas le vrai Park Je-yoon. Son collègue a récupéré la montre du père de ce dernier que le témoin avait dérobée. Sur le chemin vers chez elle, Jo-yeon paraît enfin libérée. Passe à tuer, mais comment le karma s'est accompli sur les personnages de la série?